Le 6 novembre 1989, un automobiliste roulait sur une route isolée de Jasper County en Caroline du Sud lorsqu'il vit quelque chose qui brûlait au bord de la route. Pour éviter que les flammes ne se propagent, il s'arrêta et s'empressa d'éteindre le feu. Les flammes jaillissaient d'un grand sac de toile. À l'intérieur, l'automobiliste aperçut ce qui semblait être la dépouille carbonisée d'un être humain. Il appela le service d'urgence. Des agents du bureau du shérif de Jasper County se rendirent sur les lieux à toute vitesse. Il n'était plus possible de reconnaître la victime trouvée dans le sac. On lui avait fracassé le crâne. Le seul indice sur son identité était une chemise de nuit ornée d'une licorne. On pouvait en déduire que la victime était une femme. Selon le détective Sam Woodward de Jasper County, les enquêteurs ne trouvèrent aucun autre indice valable. Tout ce que nous avions, c'était le corps d'une femme à l'intérieur d'un sac auquel on avait mis le feu. C'était à peu près tout. Il n'y avait pas de traces de pas, ni empreintes de pneus, ni rien d'autre de ce genre. Les policiers croyaient que l'identification de la victime les mènerait à celle de son meurtrier. Ils espéraient obtenir des indices lors de l'autopsie. Le médecin légiste détermina que la victime était une femme de race blanche, d'environ 25 ans, aux cheveux bruns foncés. Son utérus était plus grand que la normale, ce qui indiquait qu'elle avait donné récemment naissance à un enfant. Elle avait connu une fin brutale. On l'avait frappée à la tête à 32 reprises avec un objet contondant. Les policiers introduisirent les rares informations qu'ils détenaient dans la base de données nationale qui contient la description de toutes les personnes portées disparues. Ils vérifièrent également les dossiers des personnes dont on avait signalé la disparition dans la région, mais aucune des descriptions contenues dans ces dossiers ne correspondait à la victime. La seule façon de l'identifier, c'était de lui redonner un visage. Les autorités contactèrent Ted Rathbun, professeur d'anthropologie à l'Université de la Caroline du Sud. Ce dernier se rendit compte très vite que la tâche présentait un défi de taille. On compte 22 os différents dans un crâne humain. Dans ce cas-ci, en raison du traumatisme majeur infligé à la victime, nous devions assembler 122 fragments. Certains d'entre eux étaient aussi grands que la paume d'une main, alors que d'autres mesuraient à peine la moitié de l'ongle de l'auriculaire. C'était exactement comme de tenter de compléter un puzzle en 3 dimensions. Rathbun mit 8 jours à reconstituer le crâne dans son intégralité. J'ai pu remettre aux autorités ainsi qu'à l'artiste qui devait faire le croquis de la victime un crâne complet dont les fragments tenaient ensemble avec de la colle et des bâtonnets. Il était recouvert d'argile de façon à ce qu'on puisse le photographier sous divers angles et mettre en évidence toutes les caractéristiques de son visage. On confia à l'artiste judiciaire Roy Pascal de la division policière de la Caroline du Sud la tâche de redonner vie au visage de la victime. Après avoir placé des marqueurs de caoutchouc à certains endroits stratégiques sur le crâne pour indiquer l'épaisseur de la chair, Pascal le photographia. Puis, il fit un dessin du visage de la victime au crayon. 4 mois s'étaient écoulés depuis la découverte de son corps. Elle avait enfin un visage. On distribua le dessin à tous les médias et services de police de la région dans l'espoir que quelqu'un pourrait donner un nom à la victime. Malheureusement, on n'obtint aucune piste. 4 années s'écoulèrent sans le moindre progrès. On avait pratiquement abandonné l'espoir de résoudre l'enquête. Les enquêteurs croyaient bien que l'identité de la victime et celle de son meurtrier demeureraient un mystère à jamais. Puis, en octobre 1993, des agents furent dépêchés à la résidence de Kathy French. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son amie, Annie Terhan, depuis 4 ans. Au moment de sa disparition, Annie vivait avec son petit ami, Michael Palahan, un matelot en garnison à Charleston. Annie et Michael avaient eu un enfant en 1989, mais leur relation était tumultueuse. Kathy était partie vivre dans un autre État pendant la grossesse d'Annie. Après la naissance du bébé, cette dernière lui avait confié qu'elle aimerait aller la rejoindre, mais qu'elle hésitait à le faire parce que Michael l'avait déjà fait arrêter sous de fausses accusations d'enlèvement. Quelques mois plus tard, Annie l'appela pour lui demander de l'héberger, elle et son bébé. N'écoutant que son cœur, Kathy lui envoya une traite bancaire pour que son ami puisse s'acheter un billet d'autobus. Elle n'eut plus jamais de ses nouvelles par la suite. Comme le père de la jeune femme disparue faisait partie de la marine, l'agent spécial Jim Grabus de la NCIS accepta d'ouvrir une enquête. En raison de la relation instable entre Annie et son petit ami,
Il devait d'abord s'assurer qu'elle n'était pas partie de son plein gré. Nous nous sommes dit que les tensions entre Michael Palahn et elle l'avaient peut-être poussé à s'enfuir tout simplement. Nous devions écarter cette possibilité. En vérifiant le dossier de Michael Palahn, qui était responsable de l'armement électronique, l'agent constata qu'il était alors en garnison à la base navale d'Hawaï. Rebus appela les agents de l'île pour qu'ils interrogent Palahn. Ce dernier déclara que le matin du 6 novembre 1989, il avait constaté en s'éveillant qu'Annie l'avait quitté, lui et le bébé. Elle l'avait appelé quelques jours plus tard, mais ne lui avait pas dit où elle se trouvait ni quels étaient ses plans. Il ne l'avait jamais revue par la suite. Palahn ajouta que sa mère, qui vivait à Savannah, en Géorgie, avait adopté leur fille depuis. Les enquêteurs doutaient de la véracité des propos de Palahn. À leur avis, il n'y avait qu'une seule raison pour expliquer pourquoi Annie Tehan était séparée de son enfant. Nous nous sommes dit que si elle avait voulu partir, ce qu'elle planifiait d'ailleurs de faire, elle aurait emmené l'enfant avec elle. C'était ce qu'elle désirait. Elle ne voulait pas perdre cet enfant. Nous n'avons pas mis beaucoup de temps à croire qu'on l'avait assassiné. Pour les agents, l'auteur de ce meurtre ne pouvait être que Michael Palahn. Mais jusque-là, ils n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Ils examinèrent des dizaines de dossiers de meurtres non résolus dans l'État. Dans l'un des dossiers ouverts en 1989, l'agent Gribus fit une découverte intéressante. C'était le portrait d'une jeune femme dont on avait retrouvé le corps à Jasper County le 6 novembre 1989. J'ai pris la photo d'Annie que j'avais et j'ai examiné les deux côte à côte. J'ai compris alors que nous avions retrouvé Annie. Les agents, aidés des autorités locales, commencèrent par reconstituer les faits et gestes de Palahn au moment du meurtre. Ils examinèrent ses relevés téléphoniques du 6 novembre 1989. Il avait appelé à plusieurs reprises à Savannah, en Géorgie, à quelques centaines de kilomètres de chez lui. La personne qui l'appelait était son ex-femme. Pouvait-il y avoir un lien entre ces appels et le meurtre? Les policiers obtinrent les relevés des dépenses de la victime. Ils trouvèrent un coupon de caisse d'une station-service située à 40 km de là où le corps d'Annie avait été découvert. Les enquêteurs commençaient à croire que Palahn avait un complice. Ils se rendirent à Miami, où vivait son ex-femme. Elle déclara qu'elle ignorait qu'Annie avait été tuée. Elle dit toutefois que Palahn l'avait bien appelée vers la mi-novembre 1989. Il lui avait alors confié qu'Annie venait de le quitter et qu'il désirait qu'elle s'occupe de leur enfant. Elle accepta et se rendit à l'appartement de Palahn à Charleston, 1 ou 2 jours plus tard, pour prendre l'enfant. Les relevés téléphoniques et les reçus d'essence démontraient qu'elle s'y était rendue le 6 novembre, soit le jour même du meurtre. Quand venait le temps de donner des dates et des heures précises, elle se contredisait sans cesse. Les agents décidèrent de lui rafraîchir la mémoire en lui montrant les reçus. Quand elle s'est rendue compte que nous savions qu'elle était à l'appartement au moment du meurtre d'Annie, elle a compris qu'elle était prise au piège. Comme elle était susceptible d'être inculpée, elle accepta de coopérer. Elle déclara que Michael Palahn ne désirait plus avoir Annie dans sa vie. Il voulait toutefois garder leur enfant. Comme il savait qu'Annie n'accepterait jamais de le lui laisser, il avait projeté de la tuer. Son ex-femme avait accepté de l'aider. Le 6 novembre, à l'aube, Palahn l'appela pour lui dire qu'il était passé aux actes. Il avait besoin de son aide pour nettoyer l'appartement. Quand elle arriva, un peu plus tard, il y avait du sang partout. Après avoir aidé Palahn à mettre le corps d'Annie dans le coffre de sa voiture, elle nettoya les tapis. Ils appliquèrent ensuite une couche de peinture sur les murs pour cacher les éclaboussures de sang. Ces informations faisaient avancer l'enquête. Les agents devaient maintenant corroborer les déclarations de l'ex-femme du suspect. Elle accepta de les conduire à l'ancien appartement de Palahn et de leur montrer la scène du crime. L'appartement était alors inoccupé. Elle put leur indiquer à quel endroit sur la moquette gisait le corps d'Annie. Elle leur donna également une description des taches de sang sur les murs et le plafond. On n'en voyait plus aucune trace. Après tant d'années, il était peu probable d'en retrouver. Malgré tout, les experts appliquèrent du luminol un peu partout.
À leur grand étonnement, le sang apparut. De plus, les taches se trouvaient exactement aux endroits indiqués par l'ex-femme de Palan. Maintenant, peut-être pouvait-on obtenir les aveux de Palan lui-même. Les agents lui tendirent un piège. Ils demandèrent à son ex-femme de l'appeler et de le faire parler du meurtre. Avec habileté, elle a entamé la conversation en disant « Michael, ils ont découvert le corps, ils ont trouvé Annie. » Ce à quoi il a répondu « Non, ils ne l'ont pas trouvé. » C'était très incriminant. S'il avait été innocent, il aurait dit « De quoi parles-tu? Un corps? Je comprends pas. » Mais non, il a affirmé au téléphone que les policiers ne pouvaient vraisemblablement pas avoir trouvé le corps. 3 semaines avant sa retraite de la marine américaine, Michael Palan fut mis en état d'arrestation et accusé du meurtre d'Annie Tehan. Mis devant les faits, il avoua son crime. Il voulait garder son enfant coûte que coûte. Dans la nuit du 6 novembre, il est rentré à la maison et a trouvé Annie endormie devant la télévision. À l'aide d'un objet contondant, il l'a frappée à mort. Pour camoufler son crime, il a mis le corps d'Annie dans un sac de toile et s'est rendu sur une route isolée. Il a ensuite versé de l'essence sur son corps et y a mis le feu. À la station navale de Mayport, en Floride, devant la cour martiale, Michael Palan appelait des coupables du meurtre prémédité d'Annie Tehan. Il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement à la prison fédérale de Leavenworth.